système cardiovasculaire est indispensable au fonctionnement de la plupart des autres systèmes. En dépit de l'existence de nombreuses techniques d'imagerie, comme l'échocardiographie, la scintigraphie, CT scanner, l'examen clinique reste toujours une importance capitale. La sémiologie nous aide à étudier les signes fonctionnement ainsi que les signes physiques des maladies. En général, la sémiologie cardiovasculaire est divisée en deux parties, savoir interroger et savoir examiner. Le premier contact avec le malade commence toujours par l'interrogatoire. Voici les parties de l'interrogatoire. Renseignements généraux, signes fonctionnels, antécédents personnels et familiaux, facteurs de risque cardiovasculaire, le traitement médicamenteux. Un interrogatoire minutieux joue un rôle méthodique orienté mais non dirigiste. Alors, les grands symptômes en pathologie cardiovasculaire, les douleurs thoraciques, la dyspnée, l'hypothymie ou syncope, la cyanose et les œdèmes. Dans 50% des cas, le motif d'hospitalisation en cardiologie est une douleur thoracique. Il faut faire attention aux circonstances en urgence comme la maladie coronaire, la dissection aortique, l'embolie pulmonaire ou bien la péricardite. Ici, les caractéristiques cliniques de la douleur angineuse, provoquée par un effort physique ou une émotion, médiane, rétrosternale, étendue, constrictive, brève, irradiée vers les bras ou les mâchoires, disparaît au repos et souvent calmée par les dérivés nitrés. Les questions à poser devant une douleur thoracique. Ressentez-vous une douleur thoracique à l'effort, par exemple en montant un escalier? Quel est le siège de cette douleur? Apparaît-elle lorsqu'il fait froid ou lorsqu'il fait chaud? Est-elle plus intense lors d'un effort après un bon repas? Est-elle assez intense pour vous obliger à interrompre votre effort? La douleur disparaît-elle au repos? Récidive-t-elle à la reprise d'un effort comparable ou plus intense? L'occlusion totale d'une artère coronaire provoque un infarctus du myocarde ou idème. La douleur de l'idème est une douleur de repos très intense, permanente, prolongée, rebelle à la trinitrine. Elle peut s'accompagner des troubles digestifs, l'hypothymie, syncope ou dyspnée. La douleur de la dissection aortique est due au passage du sang dans la paroi de l'aorte, généralement dans l'épaisseur de la média. C'est une douleur brutale, sans rapport avec un effort, très intense, prolongée, assez proche de celle de l'idème. Les irradiations sont surtout dorsales. Patient présente probablement l'antécédent de l'hypertension artérielle ou bien la maladie de Marfan. L'embolie pulmonaire survient très souvent chez les patients d'antécédents de thrombophlébites des membres inférieurs, post-opératoire, cancéreux. La douleur est généralement d'intensité brutale, latérothoracique, permanente, à type de poigne de côté augmentée par l'inspiration. Elle s'accompagne très fréquemment de tachypnée et plus tardivement d'hémoptysie. La dyspnée, c'est une sensation de soif d'air, un essoufflement avec tachypnée superficielle. Elle est avec l'asthénie le principal symptôme de l'insuffisance ventriculaire gauche et du rétrécissement mitral. Il y a d'autres étiologies comme l'affection respiratoire, maladie neurologique, l'anémie, l'obésité, problèmes psychologiques. Question à poser devant une dyspnée. Vous sentez-vous parfois essoufflé? Est-ce à l'effort? De quel type d'effort êtes-vous capable sans être essoufflé? Vous arrive-t-il de vous réveiller avec une sensation d'essoufflement? Dans l'affirmative, êtes-vous obligé de vous asseoir ou de vous lever de votre lit? Combien d'oreillers utilisez-vous pour dormir? Toussez-vous ou avez-vous une respiration sifflante lorsque vous êtes essoufflé? L'interrogatoire précise 4 types de la dyspnée d'origine cardiaque. Dyspnée d'effort, dyspnée paroxystique au repos, orthopnée, respiration de Cheyne-Stokes. Si la dyspnée est bien due à une insuffisance cardiaque, l'interrogatoire nous permet de classer l'insuffisance cardiaque dans l'une des 4 catégories de la NIHA,
Ce qui est important pour évaluer l'évolution de la maladie et l'efficacité des traitements. Les palpitations correspondent à la perception anormale des battements cardiaques qui paraissent plus rapides ou plus forts qu'habituellement. Elles sont les plus souvent dues à des extrasystoles. Ce sont des contractions cardiaques prématurées. Le patient donc définit cette sensation désagréable comme le cœur qui fait des sauts, le cœur qui bat la chamade, le cœur qui fait des pauses. Pour identifier la cause des palpitations, il faut faire préciser si la fréquence cardiaque est accélérée durant l'épisode. Le rythme semble régulier suggère une tachycardie. Au contraire, un rythme irrégulier résulte d'une tachyarrhythmie suivant une fibrillation auriculaire. Un début et une fin des palpitations brutales évoquent le diagnostic de tachycardie supraventriculaire. Question à poser devant des palpitations. Voulez-vous, en tapant sur la table, essayer de reproduire les bruits de votre corps lors des palpitations? Est-ce que le cœur bat régulièrement ou irrégulièrement? Y a-t-il des facteurs qui déclenchent vos palpitations? Pouvez-vous faire cesser ces palpitations? Que faites-vous lorsqu'elles surviennent? Certains aliments ou certaines boissons aggravent-ils la situation? Quels médicaments utilisez-vous dans ce cas? Syncope est la perte de connaissance brève, en général avec chute, liée à une diminution transitoire du débit sanguin du cerveau. Elle doit être distinguée des malaises sans perte de conscience vraie, comme l'hypothymie. La syncope est un phénomène fréquent mais souvent difficile à caractériser. L'interrogatoire est le temps capital du diagnostic parce que les causes de syncope sont nombreuses. BAV, blocage circulatoire, vasodilatateur brusque. Les questions à poser devant une syncope, aux patients et aux témoins. Les épisodes analogues, les horaires, lever matinal, nuit, etc. Les circonstances, les positions, les prodromes, palpitations, hypothémie ou douleur, dernière image mémorisée avant l'épisode, la première image mémorisée après l'épisode et les pertes d'urine et somnolence. On appelle les facteurs de risque toutes caractéristiques, anomalies ou habitudes associées à un surcroît de risque de développer la maladie avec une relation jugée causale entre le risque et la maladie. Facteurs de risque cardiovasculaires sont facteurs de risque de la maladie athérosclerotique. On peut classer les principaux facteurs de risque de la manière suivante. Facteurs non modifiables, âge, sexe, génétique. Facteurs biologiques ou physiologiques modifiables, HTA, diabète, dyslipidémie, obésité. Habitudes de vie, tabagisme, alcool, stress, consommation excessive de restes saturés, sédentarité. Voilà quelques images des facteurs de risque cardiovasculaires communs. L'analyse clinique. Savoir examiner est la deuxième partie de ce cours. L'analyse clinique par l'examen physique reste certainement incontournable, tant sont précieuses la qualité et la quantité d'informations recueillies par un examen physique méthodique et sérieux. Les signes cliniques se comportent les signes généraux, des signes cardiovasculaires et des signes d'autres organes. L'examen du système cardiovasculaire sera toujours commencé par un examen général. Morphotype, la peau est muqueuse, la taille et poids, grâce auquel on peut calculer l'indice de masse de corporelle. Cyanose est la teinte bleutée de la peau et des muqueuses. On différencie la cyanose périphérique et la cyanose centrale. Les œdèmes est une inflation du volume liquidien associée à une hyperhydratation extracellulaire
et à une rétention hydrosodée qui s'accompagne d'une infiltration subcutanée ou tissulaire. Il y a plusieurs étiologies: œdème d'origine cardiaque, lymphœdème, œdème d'origine veineuse, maladie rénale, myxœdème. Les œdèmes cardiaques sont distingués de la phlébite des membres inférieurs ou bien lymphœdème par les caractéristiques suivantes: déclive, blanc, mou, indolore, symétrique et prenant le relais, diminué rapidement par les diurétiques et régime postsalé. À côté de l'intérêt dans certains états malformatifs ou en cas de dysthyroïdie, l'examen du cou permet l'analyse du pouls carotidien ainsi que l'analyse du pouls veineux et de la pression veineuse. La veine jugulaire, c'est l'indice d'une atteinte cardiaque droite, le malade étant en position allongée à 45 degrés par rapport au plan du lit. Une gêne au retour veineux du cœur droit s'accompagne d'une déhiscence veineuse permanente, visible derrière le muscle sternocléidiomastoïdien, l'insuffisance cardiaque droite, l'épanchement péricardique, les compressions de la veine cave supérieure ou bien la thrombose de la veine cave supérieure. La pression jugulaire normale n'excède pas 8 cm d'eau. Distance entre l'oreille droite et limite de la déhiscence égale à 8 cm. La distance entre la limite de la distension jugulaire et l'angle de lui situé lui-même 5 cm au-dessus de l'OD, inférieur à 3 cm. La déhiscence diminue en inspiration, augmente en expiration et lors de manœuvres de Valsalva. Le reflux hépatojugulaire positif est le signe cardinal d'insuffisance cardiaque droite. Examen du cœur. L'inspection du thorax peut fournir des informations utiles: la dyspnée, la forme thoracique, choc d'APEC, la circulation collatérale et les cicatrices. Voici les images de déformation thoracique. Le thorax entonnoir chez le patient atteint des cardiopathies congénitales. Le thorax en tonneau des insuffisances respiratoires chroniques. Palpation. La palpation s'effectue à la droite du patient, chez un sujet en décubitus dorsal, voire légèrement en décubitus latéral gauche. Elle localise la pointe du cœur, analyse la contraction ventriculaire gauche et le pouls artériel, recherche d'éventuels frémissements, signes adjacents et signes de bas. Le choc de poing est visible et palpable sur la ligne médio-claviculaire entre le 4e et 5e espace intercostal gauche. Si la position est normale avec déplacement vers la gauche, il s'agit d'une cardiomégalie. Un refoulement du médiastin ou son attraction sont également des causes classiques des malformations de la pointe du cœur. En cas de l'hypertrophie ventriculaire gauche, le choc de poing est déplacé vers la gauche et le bas. Le signe de Haché présente une hypertrophie ventriculaire droite. La pulsatilité de la pointe du cœur sera moins perçue en cas d'obésité, d'épanchement péricardique, de diminution de la contractilité myocardique. Un élargissement de la zone de pulsatilité sera noté en cas d'anévrisme pariétal. Dans ce cas, on peut parfois percevoir des chocs, l'un équivalent au véritable choc de pointe, l'autre correspondant à une zone akinétique anévrismale. Frémissement ou trill. Il s'agit du caractère frémissant d'un souffle encore appelé frémissement tricataire. Il est perçu comme des vibrations au niveau des doigts de l'examinateur qui sont posés sur l'air cardiaque du patient. Signification toujours pathologique. Il faut qu'on analyse la chronologie systolique, diastolique ou systolo-diastolique. Dans cette image, on vous montre la localisation normale du choc de pointe. Le trine perçu à la base, le plus souvent systolique qui présente soit une sténose aortique, soit une sténose pulmonaire. Le trine systolique à l'apex est perçu dans la régurgitation mitrale
pendant que le trim diastolique se montre dans la sténose mitrale. La percussion est de moins en moins appliquée à cause de la valeur limite en examen clinique, d'autant plus qu'elle est difficile à réaliser. L'auscultation des bruits du cœur et des souffles est une technique importante et gratifiante de l'examen clinique qui conduit directement à plusieurs diagnostics cliniques. Vous apprendrez les techniques pour identifier B1, B2, les autres bruits de la systole et de la diastole, ainsi que les souffles diastoliques, systoliques, systolo-diastoliques. Connaissez bien vos stéthoscopes. Il est important de comprendre les usages de la membrane et du pavillon. La membrane est meilleure pour percevoir les bruits relativement aigus comme B1, B2, les souffles d'insuffisance aortique et mitrale et les frottements péricardiques. Auscultez toute l'air péricardial avec la membrane en l'appuyant fermement sur la poitrine. Le pavillon est plus sensible pour les sons graves comme B3, B4 et le souffle du rétrécissement mitral. Appuyez-le légèrement avec juste assez de pression pour que son pourtour soit étanche à l'air. Utilisez le pavillon à la poitrine et plus en dedans, le long de la partie inférieure du bord du sternum. Laissez reposer le talon de votre main comme point d'appui sur la poitrine vous aide à maintenir cette légère pression. Écoutez le cœur avec vos stéthoscopes tout d'abord à la pointe, puis le long du bord gauche du sternum, du deuxième au cinquième espace intercostal gauche et dans le deuxième espace intercostal droit. Prenez bien le pulse carotidien ou le pulse radial durant l'auscultation. Auscultez toutes les zones où vous détectez une anomalie et les zones adjacentes au souffle pour déterminer le maximum d'intensité et leur irradiation. Demandez au patient de se tourner en partie sur son côté gauche, ce qui amène le VG contre la paroi thoracique. Placez le pavillon de vos stéthos légèrement sur le choc de la pointe. Cette position accentue en B3 ou B4 à gauche et des souffles mitraux, en particulier roulement du rétrécissement mitral. Demandez au patient de s'asseoir, de se pencher en avant, de faire une expiration complète, puis de bloquer sa respiration en expiration. Appuyez la membrane de votre stéthos sur la poitrine en auscultant le long du bord gauche du sternum et à la pointe, et en vous arrêtant périodiquement de façon que le patient puisse respirer. Cette position accentue les souffles aortiques. Vous pouvez facilement passer à côté d'un souffle d'insuffisance aortique si vous négligez cette position. Voici les 4 foyers d'auscultation: foyer mitral, foyer tricocipidien, foyer pulmonaire et foyer aortique. Alors, 2 foyers à la base du cœur et 2 foyers apiciens. Jaune d'irradiation dans le sang du sang, vers les vaisseaux du cou pour le RA, vers l'aisselle gauche pour l'IM, vers le dos scapulaire pour la coartation aortique, le bord gauche du sternum pour tous les souffles aortiques. On voit ici dans cette image les positions ainsi que les irradiations principales des souffles pathologiques d'origine du cœur. Lors de l'auscultation, on analyse chronologiquement le rythme cardiaque, la fréquence cardiaque, les bruits du cœur et les souffles. Bruits normaux, B1, boum, perçu à tous les foyers. Marque le début de la systole, correspond à la fermeture de la vanne auriculo-ventriculaire. B2, tac, perçu à tous les foyers. Marque le début de la diastole, correspond à la fermeture de la vanne aortique et pulmonaire. Variant des bruits normaux, variabilité de l'intensité des bruits du cœur, dédoublement physiologique du B2 dû à la désynchronisation des 2 ventricules,
par l'inspiration en augmentation le retour veineux. B3 physiologique chez le sujet jeune qui disparaît à l'orthostatisme. Les bruits pathologiques. Diminution de l'intensité des bruits du cœur se montre dans l'épanchement péricardique. B1 est augmenté de l'intensité dans le RM. B2 est diminué ou même aboli dans le RA serré. Les bruits pathologiques en diastole sont de CO, B3 ou B4. Les bruits pathologiques en systole sont de clic aortique ou clic mitral. Le piston short. B3, bruit protodiastolique sourd, correspondant à la phase initiale rapide de remplissage ventriculaire, parfois physiologique, traduit soit une augmentation de la pression auriculaire gauche, soit une dysfonction systolique du VG, peut disparaître lors du traitement de l'insuffisance ventriculaire. B4, télédiastolique sourde, correspondant à la phase de remplissage actif du ventricule par la contraction de l'oreillette, toujours pathologique et traduit une perte de compliance ventriculaire. J'observe donc suivant dans l'hypertrophie ventriculaire et dans les cardiopathies coronaires. Le galop n'est pas un bruit mais un rythme, résulte de la présence dans B3 ou dans B4, donnant naissance à un rythme à 3 temps, qui avec la tachycardie mime le rythme d'un cheval au galop, témoigne d'une insuffisance ventriculaire qui s'accompagne ainsi des autres signes d'insuffisance cardiaque. Claquement d'ouverture mitrale, c'est le bruit sec protodiastolique qui traduit la sclérose mitrale dans le rétrécissement mitral. Disparaît après l'apparition de l'arythmie complète. En systole, on peut découvrir 2 types de clics. Premier moment, le clic éjectionnel, c'est le bruit de claquement protosystolique qui est d'origine soit valvulaire, soit pariétale. Deuxième moment, c'est le clic mitral, c'est le bruit de claquement mésotélésystolique qui est souvent associé à un souffle d'insuffisance mitrale mésotélésystolique caractéristique du prolapsus valvulaire mitral. Le piston short, qui est le bruit mésosystolique éclatant secondaire à la mise en tension brutale de la paroi aortique, se voit dans les insuffisances aortiques volumineuses. Souffle. Un souffle s'explique par des turbulences entraînées par un écoulement sanguin qui n'est plus laminaire. Les souffles sont dus à des anomalies des valves, à une communication anormale entre les cavités cardiaques, à une augmentation du débit cardiaque. On caractérise un souffle par son siège, son temps, son intensité, son irradiation et son timbre. On distingue aussi les souffles organiques, les souffles fonctionnels et les souffles anorganiques. Chronologiquement, entre B1 et B2, on a le souffle protosystolique, mésosystolique, télésystolique et holosystolique. Entre B2 et B1, on a le souffle protodiastolique, mésodiastolique, télédiastolique et holodiastolique. Il y a 6 grades de l'intensité d'un souffle. En systole, il y a des souffles d'éjection et des souffles de régurgitation. En diastole, il y a des souffles de remplissage ventriculaire et des souffles de régurgitation. Voici l'étiologie des souffles systoliques. Souffle systolique d'éjection, suivant intense, rapide, d'intensité croissante pendant la systole, marque autour de la mésosystole.
L'intensité augmente après un effort ou après une diastole longue. Ça existe 4 types de souffle d'éjection. Le rétrécissement aortique, le rétrécissement pulmonaire, la communication interauriculaire et la cardiomyopathie obstructive. Voici les caractéristiques d'un souffle du rétrécissement aortique. Et ici, caractéristiques du souffle qui résulte d'une communication interauriculaire. Le souffle systolique de régurgitation présente le reflux systolique de sang d'une cavité cardiaque à forte pression vers une cavité à basse pression. L'intensité d'emblée maximale est constante. Holosystolique, l'intensité ne varie pas après une diastole longue. Il y a 3 types de régurgitation: insuffisance mitrale, insuffisance tricuspide, communication interventriculaire. Dans ce diapo, on décrit les caractéristiques d'un souffle d'origine d'insuffisance mitrale. Le souffle d'insuffisance tricuspide augmente à l'inspiration profonde. C'est le signe de Rivero-Cavanagh. La communication interventriculaire provoque un souffle holosystolique avec le siège mésocardiaque maximal le long du bord gauche du sternum, suivant intense et irradie en rayon de roue. On voit ici les souffles différents en diastole. Il y a des souffles de rétrécissement valvulaire et des souffles de régurgitation valvulaire. Voici les caractéristiques du roulement diastolique du rétrécissement mitral. En cas de l'insuffisance aortique, le souffle est difficile à entendre parce qu'il est doux, humide, aspiratif. Il est mieux perçu en position assise, penché en avance et en expiration forcée. Heureusement, les signes d'accompagnement sont nombreux. Par exemple, le pouls de Corrigan, signe de Musset. Un double souffle est une succession d'un souffle systolique et d'un souffle diastolique bien séparés par un intervalle silencieux. Par exemple, la maladie mitrale, la maladie aortique. Souffle continu se définit par un souffle unique continu sans intervalle libre, systolo-diastolique. La persistance du canal artérien est l'étiologie la plus commune. Voici les caractéristiques du flux continu en cas de persistance du canal artérien. Les souffles chez l'enfant extrêmement fréquents. Ils sont très souvent transitoires en fonction de l'âge ou de l'état physiologique. Il y a 6 caractéristiques du souffle normal chez l'enfant. Aucun symptôme cardiovasculaire. Le souffle a une intensité inférieure à 3/6 et ne doit jamais être frémissant. Les bruits du cœur sont normaux et en particulier le deuxième bruit qui doivent comporter un dédoublement variable. Le souffle est habituellement court, mésosystolique et varie avec la position. La taille du cœur est normale. Les pouls sont tous perçus et la pression artérienne est normale. Frottement péricardique. C'est le bruit surajouté, superficiel, qui respecte les bruits du cœur. Parfois doux, parfois râpeux. Siège mésocardiaque ou bord gauche du sternum. Pas d'irradiation. Systole diastolique augmente en position assise et expiration forcée. Transitoire. Persiste en apnée. Sur le schéma suivant, se trouve précisée la localisation des principaux tracés artériels accessibles à l'examen clinique. Technique de l'examen des artères. Palpation des 2 pouls radiaux et des gros faisceaux accessibles. Ne pas oublier les carotides, les temporales superficielles, les pouls distaux radiaux et cubitaux. Pouls au membre inférieur, vu la fréquence de l'atteinte des vaisseaux iliaques. Inégalité gauche-droite suspecte une diminution de calibre. Inégalité haut-bas
peut suggérer une coartation de l'aorte. À la palpation, il faut comparer la fréquence du pouls et du rythme cardiaque. Le déficit au pouls suggère une arythmie. La palpation des artères périphériques sera toujours bilatérale et comparative afin de rechercher les différentes amplitudes, ainsi les différentes formes du pouls. Il nous faut ausculter des rotons, carotides, aortes, rénales et fémorales. À la palpation abdominale, on peut découvrir un anévrisme de l'arc abdominal. C'est la masse battante ferme, expansive, médiane ou gauche. Le signe de Debacki, si la main peut s'introduire entre le rebord costal et le pôle supérieur de la masse, il s'agit d'un anévrisme surrénal. N'oubliez pas mesurer la pression artérielle. Dans ce diapo, vous apprenez la technique de mesure de la PA. Faites attention au bruit de chorocoupe en 5 phases. Utilisant un son doublet continu, on peut calculer l'index de pression systolique pour rechercher une artériopathie des membres inférieurs. En dehors de l'analyse des veines jugulaires, l'examen peut noter une circulation collatérale abdominale. L'examen veineux des membres inférieurs est bilatéral et comparatif. L'examen des veines, surtout au niveau des membres inférieurs, recherche la présence des varices, des dilatations du réseau veineux superficiel des membres inférieurs, signe d'incompétence des veines vulnes sous la forme d'un remplissage anormal des veines des membres inférieurs lors de la mise en orthostatisme, lourdeur, crampe, œdème. Signe évocateur d'une thrombophlébite profonde. Ils sont généralement unilatérales. Douleur du mollet, signe inflammatoire, signe de Homan. La photo à droite nous montre une thrombophlébite du membre inférieur droite et la photo à gauche nous montre des varices au niveau du mollet gauche. Au Vietnam, les maladies cardiovasculaires augmentent d'une façon inquiétante. Elles sont le premier motif de consultation médicale et d'hospitalisation et la principale cause de mortalité. Pour être un bon médecin et un bon cardiologue, il faut apprendre à écouter les patients pour comprendre leurs symptômes et les examiner en mettant à profit notre sens clinique. L'acquisition de ces savoir-faire est indéniablement la tâche la plus importante au cours de l'éducation médicale et constitue la base des relations entre médecins et patients. Bonjour mes étudiants, mes amis. Je suis très heureux de faire connaissance avec vous, face à face dans la salle de lecture, mais ici à l'hôpital Bạch Mai, à la chaire de cardiologie de la faculté de l'Université médicale de Hanoï. Et je suis très heureux d'introduire la lecture sur la sémiologie médicale, surtout sur la sémiologie cardiologique faite par Dr Nguyễn Tuấn Hải, enseignant de la chaire de cardiologie. Comme vous le savez, vos savoir-faire, vos connaissances et vos gestes d'examiner un patient sont très importants dans la carrière d'un médecin, d'un cardiologue. Et comment interroger un patient, comment ausculter un patient, etc. C'est le point très important pour faire le diagnostic et ensuite pour le traitement d'un patient. Je vous souhaite un très beau succès dans vos études. Merci. À bientôt.
Le patient est en position semi-assise selon un angle de 30 degrés. La tête légèrement penchée vers la gauche, il respire normalement bouche ouverte. Le clinicien exerce progressivement une pression sur le foie tout en observant si la distension de la veine jugulaire externe est durable ou non. Il maintient fermement la compression 20 à 30 secondes. Il supprime alors la compression, la distension veineuse doit disparaître rapidement. Grille pour examen clinique standard du système cardiovasculaire. Premièrement, au cours de l'interrogatoire, observez le visage du patient à la recherche de signes d'anxiété, de stress, de dyspnée ou caractéristiques d'autres maladies spécifiques. Secondairement, prendre la main du patient, vérifier sa chaleur, la transpiration, l'existence d'une cyanose périphérique, examiner les ongles, rechercher un purpura ou un hypocratisme digital. Troisièmement, palper le pouls radial, vérifier sa fréquence et son rythme. Quatrièmement, localiser et palper le pouls huméral, préciser ses caractéristiques, mesurer la pression artérielle. En cas de doute sur la crosse aortique, comparer le pouls des deux bras. Cinquièmement, le patient étant allongé à 45 degrés, vérifier la forme de l'onde de pression jugulaire et la pression jugulaire veineuse. Sixièmement, examiner de près le visage, les conjonctives, la langue et la cavité buccale. Septièmement, palper le pouls carotidien, préciser ses caractéristiques. Huitièmement, après dénudation du thorax, inspecter l'air précordial, vérifier la ventilation et l'absence de pulsation anormale. Neuvièmement, palper l'air précordial, localiser le choc apexien et ses caractéristiques, vérifier l'ensemble du précordium et la présence de frémissements ou autres anomalies. Dixièmement, écouter à l'aide du stéthoscope les différents bruits cardiaques et les souffles. Si nécessaire, ausculter les artères carotides pour retrouver les souffles carotidiens ou des irradiations. Onzièmement, percuter, ausculter le thorax de face et de dos, rechercher un épanchement pleural, rechercher des râles crépitants aux bases pulmonaires. Douzièmement, allonger le patient, palper l'abdomen, rechercher une hépatomégalie ou une dilatation de l'aorte abdominale. Treizièmement, vérifier les peaux fémoraux, poplités, pédieux et tibieux postérieurs, rechercher un œdème des chevilles ou du sacrum. Quatorzièmement, si nécessaire, vérifier les capacités d'effort du patient en lui demandant de marcher.